Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des interventions dans la salle? On s'était dit qu'il fallait au moins réserver un tiers du temps, et on est à la minute près à ce tiers-là. Peut-être aussi nos grands témoins ont-ils l'un ou l'autre un mot? N'hésitez pas à vous signaler. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a le micro? Monsieur. Et alors, on va essayer de faire des questions courtes pour qu'il y ait des réponses multiples. D'accord. Bonjour à vous tous. Jean-Michel Clémenceau. Je préside la Régie des quartiers de Rouen, en Seine-Maritime. Vous nous invitez à inventer les territoires de demain. Déjà, il faudrait pouvoir, dans les années 2020, savoir où nous serons, où nous allons. Nous sommes des entreprises en vraie grandeur. Et je remercie l'ensemble de nos collègues qui ont porté leurs expériences et leurs témoignages. Et vous voyez, ils sont diversifiés et très riches. Nous sommes là pour valoriser le travail des salariés, organiser nos structures aux besoins d'accompagnement et d'insertion, à créer des parcours de formation, oui, à recréer du lien social. Mais vous savez comme moi que ces dernières années, nous avons nos financements qui ont été fortement réduits. Il faut en parler quand même de nos modalités de financement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bailleur. La Régie des quartiers de Rouen, il y a quelques années, avait un marché avec des bailleurs locaux. Même les bailleurs sont de moins en moins riches, si vous me permettez cette incise. Aussi, je sais. J'ai acté pendant 40 ans dans le logement social. Je sais ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, la réduction des contrats aidés nous impose effectivement à élargir nos possibilités d'action et d'intervention. Ce n'est pas toujours facile. Je voudrais dire tout le bien et l'appui que nous avons, nous, à Rouen, avec les représentants de l'administration de la Directe. Et c'est très important d'avoir ces partenaires parce qu'ils nous soutiennent et on montre notre légitimité à être présent et à agir, et aussi avec la ville de Rouen, puisque j'ai un marché d'insertion depuis 3 ans qui a été reconduit et qui nous procure un chiffre d'affaires de 900 000 € annuels. Parlez plus près dans le micro, et puis si vous voulez bien aller à votre question. Bien. Ben, la question, j'en ai peut-être des multiples par rapport à mes observations. Je dirais que je constate, moi, que la puissance publique manque d'une stratégie sur la place des associations dans l'économie. Il faut effectivement co-construire l'intérêt général entre associations, citoyens, entreprises et États. Mais quelle serait la vie territoriale sans les associations? La mesure de l'impact social et l'évaluation de l'utilité sociale sont devenues essentielles pour nos actions associatives. Vous le voyez actuellement, l'action publique venue du sommet n'arrive plus à être pertinente dans une société complexe. Un nouveau cadre de l'action publique devient nécessaire. Ça résulte d'une coopération conflictuelle. J'ai demandé à tous les participants à cette table ronde de ne rien écrire. Oui. Si vous écrivez vos questions, c'est plus... Excusez-moi. Essayez, non mais vous voyez combien il y a de personnes, il faut qu'on essaye d'aller dans un rythme un peu plus soutenu, s'il vous plaît. Je vais conclure en disant que les pouvoirs publics, les services publics ne peuvent pas du tout concevoir des services au rabais, mais il faut des services reconnus et nécessaire à la respiration de la ville. Je terminerai en disant, pour obtenir quelque chose, il faut effectivement, merci, il faut être présent au quotidien dans nos territoires. Oui, habiter le vivre ensemble, c'est posséder son quartier. Merci. Merci. Est-ce que l'un de vous, on va continuer à faire tourner le micro sur des interventions courtes, s'il vous plaît. Signalez-vous, est-ce que l'un d'entre vous... Oui, Baïdja Ferrat. Oui. Et Arnaud Mandement après. Oui, alors moi je veux juste dire un mot. C'est vrai que, en tous les cas, nous, ce qu'on est connaissant sur notre territoire, on est passé de cette collaboration et de cette co-construction avec les bailleurs à quelque chose d'autre, parce qu'il y a les appels d'offres, les marchés publics, etc.,
où on est dans une négociation que j'appellerais, moi, prestation marchande. On se positionne sur les appels d'offres, c'est compliqué, mais je reviens au projet de la régie, qui est si le projet de la régie est réellement porté par des habitants et des habitants des quartiers qui nous concernent. On peut compter sur eux pour qu'il y ait une mobilisation réelle, intelligente, et qui sert de contre-pouvoir, de renégociation. Nous, sur Grenoble, on a eu un exemple pas très ancien, un collectif d'associations qui se sont mis ensemble, qui se sont donné un nom sur la période où ils vont œuvrer. Ils ont demandé le soutien de la régie pour organiser des rencontres publiques sur la question de la propreté, tout ce qui est sur les encombrants, etc., et sur la question de la sécurité. Or, ces réunions publiques, avec notre soutien, ont pu quand même influer sur les appels d'offres qui viennent de sortir et qui incluent des revendications, des choses un peu plus différentes et qui rappellent aux donneurs d'ordre, aux financeurs, que les habitants les attendent et qui sont organisés. Je trouve qu'une des réponses, c'est notre force de mobilisation. Et il y a aussi notre force, et ça nous appartient, et on ne se prend qu'à nous si on rate le coche, c'est la question de l'innovation. C'est comment on est force de proposition, comment on est innovant par l'adaptabilité et l'adaptation, mais aussi par des projections, ce que j'appelle moi des projections de désir, des projections de choses qui nous tiennent à cœur, qui sont des fois un peu farfelues, qu'on partage dans des communautés de sens pour pouvoir dire, eh ben, on va sur tel projet, Parce etc. qu'il fait sens. Nous, on va sur, entre autres, un projet conciergerie qui va nous amener, qui est un gros projet partenarial, qui est énormément travaillé avec les habitants et qui a mobilisé déjà dans le sein de notre régie des compétences différentes et une manière de travailler différente et qui va, dans les recrutements à venir, nous amener à former les salariés qui sont présents à de nouveaux métiers et de diversifier et de mixer les compétences qui sont demandées. Donc, je pense qu'il y a la question du contre-pouvoir, d'être une force, et notre capacité à être innovant. Comme le disait Jean-Louis Laville tout à l'heure, le fait de ne pas se faire banaliser par le marché, tout simplement. Valérie Bozer-Lec, vous vouliez dire un mot, Arnaud Mandement, et on prend une autre question dans la salle. Oui, très rapidement, moi je voudrais juste insister sur la qualité des partenariats. On voit bien à travers les témoignages que les réalités des quartiers, des territoires, elles sont très diversifiées, très disparates, mais il faut cultiver la qualité des partenariats. On a affaire, et c'est pour ça que les régies ont cette originalité et cette richesse, on a affaire à une multiplicité au sein des conseils d'administration de compétences, d'expertise, d'expression des besoins, mais aussi d'expression des rêves. Et on co-construit, c'est-à-dire que les bailleurs peuvent venir, bon c'est le cas chez nous, les bailleurs viennent avec aussi c'est pas que des attentes, c'est-à-dire, mais on a envie d'aller encore au-delà avec vous, parce que justement, on cultive cette qualité du partenariat. Et dans le partenariat, enfin, à travers le partenariat, c'est vraiment de l'intelligence collective que l'on construit ensemble. Et c'est ça qui est vraiment important. Et dans le partenariat aussi, c'est comment on considère l'acteur qui travaille avec nous. Quand je disais tout à l'heure que nous avions territorialisé nos politiques publiques, c'est parce que nous considérons aussi qu'à travers ces partenariats, les acteurs locaux participent et répondent aussi à ces enjeux de politique publique. Et notamment, nous, avec la régie de quartier de l'Axou, nous avons souhaité conforter ce partenariat fort que nous avions avec cette régie, à la fois en renforçant notre aide au fonctionnement, mais aussi en leur attribuant un chantier d'insertion sur l'entretien de nos espaces verts. Donc à la fois on joue la fibre économique, développement économique, mais aussi le soutien renforcé
parce que nous pensons que ce partenaire, il est incontournable dans la réponse à nos enjeux de politique publique et à nos enjeux à travers notre projet départemental. Arnaud Mandement, un mot. Le poison mortel, Baïd Jaafar vient de le dire, pour les régies, c'est de devenir des prestataires. Alors, il y a ça, mais moi, à travers ce qui est dit, et je voudrais réagir à l'interrogation du président de la régie quartier de Rouen. Je crois qu'il n'y a pas un modèle unique, et moi, je ne crois pas que soit jamais établie une politique publique nationale qui déciderait que les régies de quartier devraient s'implanter dans tous les quartiers. Donc, j'ai entendu dans ce qui a été dit par les uns et par les autres, et ça me donne peut-être aussi un élément d'explication sur la non-durabilité de la régie de quartier que nous avions créée en 1997, qu'en réalité, il y avait deux modèles. Il y a un modèle de percolation, c'est-à-dire l'autorité du politique sur un territoire qui dit il y a besoin sur ce territoire qu'on trouve une solution, et là on porte avec la légitimité politique, et puis il y a ceux qui décident de démolir avec la même légitimité politique. C'est ce qui s'est passé à Castres. Et puis il y a, et j'ai été très attentif à ce qui s'est passé à Villeneuve, il y a effectivement des régies de quartier qui sont sécrétées par le territoire. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que si elles sont sécrétées par le territoire, c'est qu'il est déjà bouillonnant, et ce bouillonnement, il s'oriente, il se structure, et dans le fond, il va permettre de fournir une solution. Il y a quand même un risque que je voudrais sur lequel on peut s'interroger collectivement. Les régies de quartier n'ont pas de vocation monopolistique sur un territoire. Ce n'est pas parce qu'elles s'appellent régie de quartier que tout doit passer par une régie de quartier. Sur un territoire de quartier, il y a effectivement des associations. Il y a, dans le cas de Castres, on avait une association de commerçants. Il y avait un comité de quartier qui faisait plutôt de la belote, du macramé pour le troisième âge ou du Scrabble. On avait un club de pétanque. Là aussi, ce n'était pas forcément la population issue de l'immigration, encore que. On avait un club de sport. Donc, la diversité, il y avait une maison de quartier pour les jeunes. La diversité de ces acteurs amène chacun une réponse. Sur une problématique générale de quartier, l'un dans le champ éducatif, et donc la régie de quartier, elle vient s'ajouter. Il y a d'autre part, nous avions d'autre part, une association type entreprise d'insertion qui agissait également sur le quartier. Donc on voit bien que finalement, la régie de quartier, elle est un outil, elle ne peut pas être l'outil avec un L majuscule. Merci. Monsieur. Oui, bonjour, Omar Deray, délégué du préfet pour la politique de la ville. Où ? Dans le Val-de-Marne, sud du Val. Voilà. En fait, je reviens un petit peu sur le film sur l'Almagar. J'ai eu la chance de connaître Roubaix à 30 ans d'écart, c'est-à-dire la première fois en étant étudiant et puis éducateur à la PJJ qui s'appelait l'éducation surveillée à l'époque, au moment où les travaux étaient finis, donc le quartier était rénové. Du coup, ce qu'on avait pressenti à ce moment-là, c'est plutôt quelque chose un peu autour de faire un projet avec une partie des habitants, mais pas tous les habitants. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien dans le film, effectivement, en général, il y a quelques habitants qui sont militants, et puis finalement, il y a des habitants qui ne se déplacent pas ou qui ne sont pas, même quand on organise on fait des réunions pour les habitants, etc. Ce qu'on avait pressenti, moi je l'ai retrouvé 30 ans après, c'est-à-dire je suis revenu à Roubaix comme chargé de formation à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, et qui se trouve à Roubaix, à quelques dizaines de mètres de ce quartier. Et c'est vrai que ce qu'on avait pressenti 30 ans avant, effectivement, je le vis en direct, puisque on voit un peu, on a reconstruit en fait quelque chose un peu de confortable. C'était plus les courets, parce que pour les gens qui ne connaissent pas les courets, c'est-à-dire qu'on partageait en fait des points d'eau, des sanitaires, etc. Donc on a reconstitué quelque chose de moderne, mais il y avait pas de, bien sûr, on avait des douches, les gens avaient des douches, etc. Mais c'était quand même une seule entrée. Donc du coup, les gens étaient obligés il y avait une espèce de cohabitation presque forcée. Et puis quand les jeunes s'amusaient à casser par exemple des lumières, il y avait un côté insécure. Donc aujourd'hui, on a d'un projet qui était quand même élaboré, mais on voit bien quand on n'associe pas suffisamment. Donc aujourd'hui, ma question, c'est comment mieux associer les habitants à des projets, que ce soit dans le cadre d'une régie de quartier, soit dit en passant, moi j'interviens sur une dizaine de quartiers prioritaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les QPV. Je n'ai pas de régie de quartier, et c'est dommage, parce que comme je suis vos travaux depuis pas mal d'années, à chaque fois je pose la question aux acteurs de la ville et du territoire, le PT, en région parisienne, on dit comme ça, l'établissement public territorial. Et c'est vrai que pour le moment, je souhaiterais bien que ce genre de dispositif se mette en place. Deuxième chose, et je termine, c'est qu'effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, sur les bailleurs
il y a comment améliorer aussi le travail des bailleurs, rapprocher les bailleurs des habitants. Aujourd'hui, vous avez 2 leviers, notamment qui sont issus de la loi de 2014, dite loi Lamy. Je parle toujours des QPV parce que je n'interviens pas hors des quartiers prioritaires. C'est-à-dire que vous avez, quelqu'un avait abordé l'abattement TFPB tout à l'heure, c'est-à-dire il y a voilà, un dispositif, Parlez dans le micro. Un dispositif fiscal qui permet effectivement, donc on bénéficie d'un certain nombre, un avantage fiscal. En contrepartie, on doit mettre en place un plan d'action de manière à améliorer le cadre de vie des habitants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez un deuxième levier qui est les conseils citoyens, parce qu'en fait, quand je parlais d'associer les habitants, il y a quand même, je vous rappelle que le rapport Bac et Meshmash a bien montré que les habitants étaient moyennement associés. Que le conseil citoyen, le dispositif conseil citoyen devait permettre, même s'il reste en balbutiement, en gestation, parce qu'on est loin quand même du compte. On continue de penser à la place des habitants. Voilà, merci. Ce que vous soulignez est parfaitement vrai, monsieur, mais une dame, toujours la même dame dans ce film, a cette phrase qui est effectivement presciente par rapport à ce que vous racontez aujourd'hui. Elle dit « Le logement, ça n'est qu'une partie de la vie ». Voilà, ça fait partie des exergues que j'avais notés. Madame, ouais, je ne vois pas où. Là. Ah voilà. Pardon. Bonjour, je suis Sylvie Siri, la directrice de la régie de quartier de Mâcon. Alors, j'ai rien préparé, donc ça va être un peu le fouillis, quoi. On prendra ce qu'on a besoin. Donc voilà, moi je ne vais pas parler de ma régie, par contre je vais parler du CNLRQ. Donc moi ça fait 6 ans que je suis directrice de la régie de Mâcon. Et là en fait les 30 ans de la régie, de toutes les régies en fait, c'est ça. Donc moi quand je suis arrivée à Mâcon, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant je suis mâconnaise et j'en ai appris et travaillé avec eux. Moi je voudrais dire qu'au CNLRQ, on y est bien. Ah, je fais pas de lèche, hein. Je fais pas de lèche. Non, je suis pas faillotte. Non, non. Je crois que vous avez gagné le prochain congrès, hein, à Mâcon. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que les directeurs ou les présidents qui sont là, on voit combien c'est difficile tous les jours. Les quartiers, ils s'améliorent pas. Ou quand ils s'améliorent, on est super content, on dit ouais, et puis là, le jour d'après, c'est pareil, il y a les encombrants, etc. Bon, bref, passons. Tout le monde le connaît, ça. Sauf que là où on est plus fort que les autres, c'est qu'on a un comité national. Et celui-là, il nous apprend à réfléchir. Il nous donne aussi des clés pour... j'ai un problème là, tu vois, un peu. Eh bien, attends, on va réfléchir ensemble. Et c'est ça que je voudrais qu'on dise aujourd'hui. Moi, franchement, je ne voulais pas trop venir au début. J'avais dit à Tarek, je suis débordée, j'ai plein de boulot, il y a ça. Et il m'a dit, trop bête. Je me suis dit, oui, il a raison, franchement, c'est un peu idiot de ne pas venir, hein, qu'on réfléchisse encore. Donc moi, je pense que les 30 ans des régies de quartier, ils sont beaux, c'est belles années. J'espère qu'on en verra encore d'autres. Moi, je ne sais pas si je serai là encore. Mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'au moins, on est un peu au-dessus des autres, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, que dans les quartiers, il y a plein d'acteurs. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. On travaille avec des centres sociaux, on travaille avec les villes, on travaille avec les bailleurs. Mais franchement, au niveau de la réflexion, au niveau de l'aide qu'on peut avoir, ce n'est pas seulement nos collègues et les bailleurs, etc., qui nous font beaucoup réfléchir. C'est plutôt, ces jeunes du comité national qui vont chercher des infos. Quand on a des problèmes, on a eu la fin des contrats aidés, je veux dire, tout seul, on n'y serait pas arrivé. Hein, donc voilà, ils prennent leur bâton de pèlerin, ils vont jouer le politique, ils secouent les USH et ça peut marcher, quoi. Voilà, moi j'avais pas d'autres questions, c'était juste des constatations. On va peut-être demander à Tarek alors de monter sur scène pour qu'il... On va demander à Tarek de monter sur scène pour qu'il goûte de cette ovation qui lui est faite. Je me permets d'ajouter 2 choses pendant que quelqu'un d'autre se signale pour une intervention. Et puis ensuite, on refera un petit tour général avant de donner la parole à Sébastien Jallet. Je pense, et sans non plus les flatter, que le niveau de réflexion qui vous est offert aujourd'hui, notamment par les contributions des chercheurs qui sont réunis par le CNLRQ, n'est pas anodin. Et pour le regarder de l'extérieur depuis quelques années,
une des particularités des régies de quartier est que vous êtes réellement porteur d'un projet politique. Voilà, et pas d'un projet de service. Et ça change tout, quoi. Alors après, mieux, plus, au-dessus des autres, j'en sais rien. Mais il y a effectivement cette particularité. Monsieur, ce sera malheureusement la dernière intervention de la salle. Après, je demanderai aux 8 participants de conclure en 1 minute chacun. Oui, Bernard Reverdy, j'ai été 8 ans président de la régie de quartier de Grenoble. Et ensuite, j'ai initié sur mon territoire une régie de territoire. Donc, je suis élu, j'ai été maire de ma commune, j'ai été vice-président de la communauté de communes, je suis toujours élu. Et je reconnais que ce qui a été développé donc, à Grenoble, j'ai essayé de le développer donc, chez nous aussi, et c'est l'initiative des habitants. C'est-à-dire que ce sont les habitants qui ont proposé des projets. Parce que j'avais tenté un partenariat avec les offices d'HLM, mais ils ont refusé en disant on a des marchés départementaux, on refuse ça. Et donc il a fallu trouver des projets des habitants qui ont trouvé des choses extrêmement intéressantes et astucieuses. Et aujourd'hui, on a créé 29 emplois. Mais ma question, elle est différente. Elle est pour l'avenir. Bon, vous êtes tous conscients que nous sommes devant un grand défi, qui est celui du climat et de la rupture en matière d'écologie et d'équilibre de notre planète. Et donc, nous aurons à faire sur nos territoires, et nous réfléchissons déjà en tant qu'élus, comment les territoires vont être résilients face à ce défi climatique. C'est-à-dire qu'on va avoir, on le voit bien, dès qu'il y a une mesure à prendre sur la diminution de la consommation de fuel, on voit bien déjà les réactions des gens. Donc il y a des réactions individuelles qui se préparent, il y a des réactions de repli sur soi, repli sur sa commune, repli sur sa ville, repli sur son département. Donc comment nous, régie de quartier, régie de territoire, nous allons participer à cette résilience, c'est-à-dire la capacité des territoires à garder la cohésion, à garder la solidarité, comment nous allons y participer? Voilà la question que je voudrais poser au Comité national et à notre table ronde. Vaste question. Je vais proposer, on va se donner une dizaine de minutes parce qu'ensuite, je sais que Sébastien Jallet a un emploi du temps un peu au cordeau. Donc une dizaine de minutes, 12, allez 16, de chacun. Vous avez été interpellé globalement sur la place des habitants, qui revient d'à peu près dans toutes les interventions, sur la montée en compétences, sur l'accompagnement, sur le rapport entre les habitants et les bailleurs. Je vous laisse vous emparer de ce blot de questions pour dire... Bon, voilà. Oui. Alors, je pense fondamentalement que l'habitant se conjugue là aussi au pluriel. L'habitant d'un territoire, c'est cet enfant de 3-4 ans qui joue sur un parc, et l'adolescent de 11-12 ans qui a un problème de stage, l'adulte du 17-18 ans qui a un problème d'examen au baccalauréat, et le demandeur d'emploi et le senior sur un territoire. Je pense que fondamentalement, c'est cette proximité avec cette pluralité d'habitants qui fait qu'on va se rapprocher de l'habitant pour d'abord entendre ses besoins et se rapprocher pour voir comment on peut construire ensemble ses réponses. Il n'y a pas une réponse unique, il y a une réponse temporelle, voilà, à un moment donné, pour une population donnée, et c'est cette pluralité de réponses qui va nous permettre d'être plus proches des habitants, à mon sens. C'est un premier élément. Sur la question qui a été soulevée, le fondement même des régies, c'est d'abord l'habitant. C'est l'intérêt de l'habitant sur son territoire, comment cet habitant vit bien sur son territoire, parce que lorsqu'un habitant vit bien sur son territoire, le territoire se porte bien. Si les territoires se portent bien, c'est la totalité de la commune qui se porte bien. Et on est tous gagnants avec cet aspect des choses. Donc fondamentalement. Alors évidemment, la question climatique, elle est posée, mais il me semble que la question climatique est une question transcendante, non pas sur un territoire, mais sur une globalité de territoire. Marianne Bayot, maintenant, plus tard pour rebondir sur la question environnementale, il y a quand même il y a un questionnement, je pense, sur... on aborde beaucoup cette question dans les quartiers sur la précarité énergétique, et c'est un vrai sujet, et il y a une vraie difficulté, et il faut faire des réhabilitations énergétiques, et il faut que les gens puissent consommer moins, donc ça c'est certain. Mais du coup, on ne se permet pas, ou si, je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui se permettent, mais
parler de voilà, la sauvegarde de la planète, de l'enjeu environnemental, parce qu'on dit c'est pas le problème, ils s'en fichent, enfin, je caricature, hein, mais je crois que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut dépasser. D'élargir le paradigme, quoi. Voilà, c'est ça, et voir comment, enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose là sur lequel justement il faut peut-être travailler. Je suis sûre qu'il y a déjà d'expérience. On en fait aussi, mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et pour l'instant, nous, en tout cas, on l'aborde essentiellement avec la régie sur la question de la précarité énergétique. Je voudrais revenir juste, puisque j'ai 2 minutes, enfin 1:30, sur la fragilisation financière qui a été évoquée. Moi, il me semble quand même que même si effectivement il n'y a pas la régie, c'est pas l'outil, enfin voilà, c'est pas l'outil qui doit être mis partout. Même on voit bien que le dynamisme et la participation des habitants permet effectivement de maintenir quelque chose dans le dynamisme des régies. Enfin, c'est ce qui a été dit. Mais il me semble quand même que là, actuellement, il y a des questionnements à avoir, parce que justement, faire de l'agilité, s'adapter, être toujours, ça prend du temps, de l'énergie. Dans l'exemple que je connais, ça repose beaucoup sur beaucoup de compétences, mais sur des personnes, pas forcément c'est pas forcément organisationnel. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais je pense qu'il y a quand même aussi une structure à solidifier, enfin, être vigilant quand même, malgré tous ces mouvements. Justement, c'est une structure en mouvement. Comment on fait pour quand même la pérenniser tout le temps? Il y a les bailleurs qui sont fragilisés, donc qui effectivement, vu que déjà apparemment ils donnent pas, enfin ça se passe pas toujours bien sur les territoires. Comment ils peuvent participer? Voilà, je pense qu'il y a quand même un enjeu là à évoquer sur une fragilisation, ou en tout cas une lutte contre la fragilisation des régies. Bahidja, Ferhat. Alors, moi, je voulais juste dire, déjà, pour te rejoindre, c'est aussi le fait que j'ai eu à fréquenter le CNLRQ sur les dernières années qui m'a encouragée à partir dans une mission difficile, qui est la mission de présidence, parce que c'est vrai qu'on y apprend beaucoup de choses et qu'on se sent soutenu et encouragé. Donc ça. Je voulais aussi réagir sur le fait de dire qu'on est une régie parmi tant de structures autres, associatives, etc. Je prends l'exemple de la Villeneuve, Village Olympique, où c'est vraiment un tissu associatif très, très... unique en France, quasiment. Voilà. On ne se sent pas dans des juxtapositions ou les uns à côté des autres. Et je trouve que la régie, elle a cette mission de mettre du lien et du liant autour de choses qui relèvent de l'éducation populaire et qui fait qu'on co-organise des choses ensemble. On organise l'Urban Cross sur l'initiative d'un bailleur, mais avec toutes et plusieurs structures associatives. Il y a la coordination de la fête de quartier, il y a l'université populaire, où on est plusieurs à réfléchir et à produire de la réflexion, de la pensée ensemble, habitants universitaires et bien sûr habitants faisant partie des associations et des collectifs. Donc au fait, on ne doit pas, à mon sens, et c'est bien aussi les petites rappels en mémoire de CNLRQ, de perdre en objectif le projet de la régie. Ce n'est pas tellement pour rester dans les années il y a 30 ans en arrière, mais c'est pour revenir systématiquement à la finalité, bien sûr en innovant. Sur la question de l'environnement, nous, bien sûr, on a dans la préoccupation du développement durable, mais je pense que notre régie, elle le travaille petitement et à sa manière et à l'échelle du quartier, en combinant la préoccupation du développement humain, donc de la relation aux autres, pas du vivre ensemble, mais de l'être ensemble, parce que les gens, de toute façon, ils sont obligés d'être voisins des uns des autres, mais de quelque chose d'autre qui pourrait se dégager. Et en même temps, il y a toute la sensibilisation qui se fait contre le gaspillage par la conserverie, par l'écomédiation, etc., sur des questions qui nous préoccupent et qui sont la protection de la planète. Donc, je pense que on peut. Il faut qu'on danse tout le temps, sur nos 3 pieds, nos 3 piliers, et qui sont une préoccupation d'une entreprise, donc pour qu'elle
qu'elles vivent économiquement, mais pas que, parce que ça n'aurait pas de sens, toujours dans innovation, rapport à la proximité, rapport aux habitants, la solidarité. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du communautariat, la mise en place de communautés de sens sur des intérêts communs, sur la production de choses ensemble. Donc, merci. Voilà. La notion de communautariat va faire école, Thomas. Hyacinthe? Non, mais moi je vais être un peu plus bref que ma voisine parce que et elle a dit des choses très intéressantes. Le coup de pied de l'âne sur lesquelles je vais rebondir. Non, mais les régies ont 30 ans aujourd'hui. Le Comité national a 30 ans. Très honnêtement, j'ai rarement vu un réseau qui a cette capacité, j'allais dire, d'innover. L'innovation a été mise en exergue. Ce n'est pas seulement l'innovation par les produits, j'allais dire, créer de nouveaux produits sur un territoire donné. Moi, je vois sur la métropole d'Orléans, dans la régie où je suis actuellement, on a mis en place, par exemple, le transport à la demande au sein d'Abrézy. Mais on a aussi, sur 2 régies de quartier qui sont sur Orléans Métropole, arriver à croiser la participation des bénévoles, c'est-à-dire très clairement le président de la régie de quartier de Saint-Jean-de-la-Ruelle respire, participe aux travaux du conseil d'administration de la régie de quartier Abrézy Développement et vice-versa. Et j'allais dire, l'innovation est sans fin dans le réseau des régies de quartier. Ça, je tiens vraiment à le soulever, et pas uniquement sur les produits pour répondre à une demande donnée. Ceci étant, et ça a été dit tout à l'heure, le concept même de la régie de quartier, il est fragile. Il doit être revisité régulièrement, y compris par, j'allais dire, ces grandes messes. On a fait par le passé les premières rencontres européennes des régies de quartier à Orléans, puis les deuxièmes rencontres à Strasbourg, et puis c'était à Vincennes. Enfin, je fais un peu, j'allais dire, vieux combattant, ancien combattant, en rappelant ces moments phares, j'allais dire, de l'existence du réseau. Moi, j'espère très clairement qu'on va aller peut-être vers les 4e réseaux. Je regarde Tarek, il est où là? C'est le délégué général. Peut-être qu'on ira vers quelque chose comme des 4e rencontres qui peuvent permettre effectivement à l'ensemble des régies de se retrouver, faire participer des chercheurs, mais aussi, j'allais dire, nos habitants des quartiers, nos habitants des territoires. Donc, moi, je n'ai vraiment pas d'inquiétude, malgré la fragilité, j'allais dire, du réseau. Je compte sur l'innovation pour que, effectivement, ce réseau puisse perdurer et que 30 ans plus tard, on puisse encore se retrouver. Merci. Sans vouloir spoiler, je crois qu'un rendez-vous festif est prévu pour vous tous au beau jour, quelque part. Pas à Mâcon, ce sera plus tard. Valérie Bozerlec. Alors, moi, je voulais vous remercier déjà pour cette invitation, tout simplement parce que quand j'ai participé pour la première fois au CA de la régie de quartier de mon canton, je trouvais ça normal, ce qui s'y passait, parce que ça répondait complètement aux valeurs que nous portons au niveau du département à travers notre projet départemental. Donc, je trouvais ça tout à fait classique, normal, aller de soi. Je prends conscience aujourd'hui, et c'est dans ce sens-là que je vous remercie, qu'effectivement, il y a une histoire, il y a un combat. Il y a du militantisme, il y a de l'engagement derrière la mise en place de ces régies de quartier. Et je m'adresse surtout à mon directeur de régie, je ne serai plus la même administratrice maintenant. Bon, trêve de plaisanterie. Ce qui vraiment ressort des discussions, des échanges que nous avons eus, c'est vraiment cette question de base, c'est comment nous allons habiter autrement nos quartiers, nos territoires dans les années à venir. Ça répond aussi indirectement à la question sur la transition écologique. Et quand je parlais tout à l'heure de ce que permettent les régies de quartier, mais aussi d'autres dynamiques territoriales dans l'articulation entre un projet politique global et nous avons la transition écologique comme une de nos priorités avec la stratégie de lutte contre la pauvreté, entre autres l'accessibilité aux services, etc., etc. Donc on voit bien que les régies de quartier, finalement, c'est un outil qui répond parfaitement à ces ambitions que nous portons. Mais à travers la question sur comment habiter autrement nos quartiers, nos territoires, c'est aussi comment nous nous émancipons les uns les autres à travers ces échanges, à travers ces co-constructions de réponses et que nous devenons tous des acteurs citoyens et qui répondent justement à des enjeux de politique plus générale. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai que
un après-midi comme aujourd'hui alimente bien cette réflexion pour la personne politique que je suis, parce que moi je viens à ce titre-là surtout, et alimenteront aussi, je n'en doute pas, les discussions que nous avons commencé à amorcer dans notre conseil d'administration, puisque nous sommes à un vrai tournant, on va dire, économique, stratégique aussi. Et on voit bien tous les enjeux qu'il y a de se développer au-delà du quartier strictement parlant et d'aller aussi, pas grignoter, c'est diffuser aussi ces valeurs à travers d'autres territoires urbains, parce que nous sommes en milieu très, très urbain. Mais même au-delà de cela, je ferai le parallèle avec ce que nous avons aussi appuyé et qui est un peu en odeur de sainteté aujourd'hui, c'est-à-dire les entreprises à but d'emploi. On n'est pas loin de cette philosophie-là avec les régies de quartier, et je pense donc à l'expérimentation territoire. Non, pas complètement, mais la philosophie, elle est quand même là. Vous allez faire polémique là. Je vais faire polémique, mais tant pis, j'assume. Nous accompagnons une expérimentation sur un de nos territoires très rural cette fois. C'est pour ça que je fais le parallèle, parce que je suis les deux dispositifs, territoire zéro chômeur, et on a cette philosophie qui nous rassemble, à savoir, on permet aux citoyens, aux habitants de retrouver de la dignité, de retrouver ce rôle d'acteur, de s'émanciper. Et c'est en ce sens-là que je fais ce parallèle, parce que c'est aussi une mobilisation du territoire au sens large du terme, le quartier, mais le territoire rural, pour apporter une réponse à la fois à des habitants, mais aussi à des problématiques territoriales en termes d'économie, d'accès aux services, etc. Et en cela, je sais que ce n'est pas les mêmes modèles économiques, mais en cela, on partage complètement les mêmes philosophies et les mêmes ambitions, répondre à des besoins identifiés sur un territoire. Débat au moment du pot, tout à l'heure. Pauline Calmette. Oui, moi je voulais revenir sur le conseil citoyen que monsieur le délégué du préfet a évoqué. J'ai la chance de connaître 2 conseillers citoyens sur 2 quartiers différents, dont un qui est occupé par une régie, on peut dire ça comme ça. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, je suis forcée de constater que celui de la régie, celui qui est sur le même territoire que la régie de quartier est beaucoup plus vivant que celui où il n'y a pas de régie de quartier. Qu'est-ce que derrière ça peut m'amener comme réflexion? C'est tout simplement que les habitants qui sont impliqués dans un conseil d'administration de régie de quartier ont l'habitude que leur voix soit entendue, parce qu'une régie de quartier va porter quelque part leur voix, va porter et rayonner à l'échelle du territoire leurs demandes, leurs besoins. Et du coup, ils ne se sentent pas abandonnés. Il y a 9 ans de ça, quand je suis arrivée dans le réseau des régies, je suis allée à la rencontre des habitants, on me dit, de toute façon, la parole, notre parole, on peut dire ce qu'on veut, on n'écoute pas, on s'en fout. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'intégrerais une régie de quartier? Aujourd'hui, 8 ans après, les habitants qui sont au conseil d'administration de la régie de Grasse ont pris conscience que quelque part leur voix était entendue et qu'il pouvait y avoir de l'évolution sur leur quartier. Et du coup, c'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui sur le quartier de l'Ariane. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a c'est une des raisons en tout cas qui explique peut-être que le fait que le conseil citoyen ne soit pas investi de la même manière. Votre demande de revitalisation du conseil citoyen de l'Ariane a été entendue. Hein. Catherine Pélamour-Canitro. Oui, quand je regarde le compteur là-haut, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être très brève. Il me semble que vous avez dit qu'il fallait conclure. Donc moi, si je voulais conclure, je retiendrai beaucoup de choses, hein, mais je crois qu'on intervient chacun avec des casquettes différentes. Moi, en fait, je suis intervenue en tant qu'ancienne DG d'OPH et aujourd'hui, j'ai la casquette d'habitante. Donc ce que j'ai retenu, c'est ce qu'a dit mon collègue là, en disant que quand on rentrait dans le réseau des régies, on était attrapé par un virus. Je confirme. La preuve, c'est que moi, j'avais une casquette qui était directrice d'OPH. Et aujourd'hui, je suis au sein du conseil d'administration de la régie de territoire de Rodez avec la casquette habitante. Donc, je confirme. Ensuite, je voudrais rebondir sur quelque chose qui m'a confortée dans ce que j'avais dit dans mon exposé tout à l'heure, suite à l'intervention de la directrice de la régie de Mâcon, où je peux témoigner, non pas en tant que directrice de régie, mais en tant que directrice d'OPH, sur l'appui absolument essentiel du CNLRQ, parce que en tant que directrice d'OPH, quand il fallait présenter à son conseil d'administration de l'office, on n'avait pas intérêt à se planter. Donc,
lorsque j'ai dû faire appel au CNRQ, ils ont toujours répondu présent et je confirme qu'ils m'ont apporté une aide très précieuse et effectivement, je m'y suis trouvée très bien. Voilà. Merci. Arnaud Mandement, je voudrais que vous enfonciez votre casquette de votre premier métier qui est météorologue, pour finir. Oui. Vous avez compris qu'il y en a eu beaucoup, hein, des métiers. Voilà, je l'avais oublié. Et que vous mettiez, alors vous aurez 2 minutes pour conclure aussi, mais vous mettiez aussi dans un rôle un peu prévisionniste, c'est ce qu'on attend souvent des météorologues, pas savoir s'il fait beau dehors. Mais il y a 2 choses, enfin, dans le coup de téléphone qu'on a eu quand vous étiez sur la route, ce qui n'était pas prudent. J'étais très bien équipé. Il y a 2 choses autour desquelles je voudrais qu'on revienne et qu'on ne les estompe pas de ce débat. C'est les freins à l'activité des régies de quartier. Et vous m'avez dit tout de suite la confrontation violente entre les gens qui travaillent et qui ne travaillent pas dans les quartiers. Et vous m'avez dit ensuite quelque chose de très inquiétant. Nous vivons dans la société du racisme ordinaire. Oui, alors effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, juste dans la présentation initiale. Une régie de quartier, vous avez beaucoup parlé du positionnement des bailleurs. Il se trouve que dans celle de Castres, mais c'est aussi un peu le cas de celle de la régie de territoire de Rodez, il n'y a pas que les bailleurs comme interlocuteurs de la régie de quartier, il y a également la commune. Les élus. Enfin, voilà, la mairie peut passer commande, et c'est ce qui était le cas au lancement de la régie de quartier, sur les entretiens d'espace public, sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre sur un quartier. Donc, on voit bien que ce que peuvent porter les bailleurs, ce que peut porter une commune, ça peut aussi être supprimé. Et ça peut être supprimé, et ça a été dit par notre collègue de Saint-Jean-de-Bray, qui est lui-même élu et qui a été sur Orléans. Il se trouve que pour avoir été consultant également dans une autre vie encore, sur Orléans, effectivement, le quartier de la Source a été un enjeu politique extrêmement important. À la fois pour le précédent maire et puis pour celui qui l'a battu aux élections. Et sur le quartier de la Source, très clairement, mais moi j'ai vécu la même chose avec mon successeur à Castres, c'était très clair que si les habitants ne votaient pas comme il faut, la régie de quartier devait être fusillée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Castres. Donc on voit bien que le projet politique, il peut exister parce qu'il peut aussi y avoir un projet politique qui est intéressé à ce que le vivre ensemble ne se développe pas. Le vivre ensemble ou des citoyens actifs, ça a été très bien dit par notre collègue de Villeneuve tout à l'heure, ce sont des citoyens qui vont être casse-pieds. Ce sont des citoyens qui vont être revendicatifs, qui vont porter des demandes, qui vont porter du projet. C'est casse-pied un citoyen actif. Mais honnêtement, mais par contre, effectivement, si vous avez une philosophie politique, moi j'assume cette philosophie-là, et que vous souhaitez effectivement que le vivre ensemble se développe sur votre territoire, vous avez intérêt à mailler, je prends là l'image du textile, à mailler votre territoire entre les citoyens. Si à l'inverse, vous avez une gestion notariale de votre corps électoral, vous n'avez aucun intérêt. Les pauvres, les Arabes, ça vote pas, et donc les retraités, ça vote pour moi, et effectivement, je vais tout faire pour que finalement les outils du vivre ensemble, et la régie en est un formidable exemple, les outils du vivre ensemble n'existent pas parce que finalement, électoralement, ça ne me rapporte rien. Je crois qu'il faut être bien clair, ce type de projet politique, il existe. Il n'est pas que non plus que porté par des gens du Front National, voilà, mais il existe, il faut en être bien conscient, et que vous avez des gens, y compris des gens même à gauche, qui ont intérêt aussi à avoir des visions très communautaristes du corps électoral, on va rendre nos services, très clientélistes aussi, ça existe, je ne citerai pas d'exemple, bien évidemment. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant, il peut y avoir un projet politique derrière, il y a un projet politique, il est sous-jacent, et c'est très bien, et c'est pas pour rien que vous référez à l'économie sociale et solidaire, c'est pas pour rien qu'on se réfère à l'éducation populaire, parce que effectivement derrière, alors je dis bien, c'est pas un problème de droite de gauche, mais il est porté par une philosophie politique. Il faut en être conscient, et je crois qu'ici tous vous en êtes conscients. Pour répondre à la question climatique, et là je rejoins ma première casquette de météorologue, les communautés d'agglomération et les communautés de communes ont institutionnellement obligation de porter un plan climat, air, énergie territorial. Eh bien, chacune de vos régies, si ce n'est pas le cas, vous demandez à être associé à votre communauté d'agglomération, à votre métropole, dans les travaux du plan climat, air, énergie territorial. De manière à pouvoir, d'une part, entendre ce que disent les autres, et d'autre part, vous associer
et porter des projets qui peuvent être des projets très modestes. La régie de territoire de Rodez, bien, par exemple, gère un espace partagé de jardins familiaux. L'étape suivante, ça sera peut-être des composteurs de bas d'immeubles. À 100 € la tonne, ça vaut le coup de ne pas envoyer ces déchets en traitement d'ordures ménagères en un incinérateur ou en décharge contrôlée. Donc on voit bien que sur des choses très pratiques, très concrètes pour les habitants, on peut arriver à mobiliser des habitants en leur disant, mais attendez, si déjà on vous économise 100 € la tonne, ça peut être intéressant que vous compostiez en bas d'immeuble les déchets fermentescibles. Voilà, c'est quelques exemples très, très, très petits mais concrets. Merci. Merci à tous.